Bonjour, bonjour à tous. Du coup, aujourd'hui, c'est une nouvelle version de la newsletter. On est sur une newsletter sur 2 mois parce qu'on a eu un peu de temps pris à faire plein de choses. Donc, comme vous voyez, on a aussi le logo sur notre mur. Donc, on a brandisé un peu le siège. Et je suis en compagnie de José. Bonjour. Bonjour José, qui nous a rejoint en stage jusqu'à la fin de juin et qui m'accompagne aujourd'hui dans cette newsletter dans laquelle on va parler de plusieurs sujets ensemble. Donc José va me poser des questions sur ce qu'on a fait en fait pendant ces 2 mois. Plein de sujets, plein de choses. Donc je vous invite à regarder la newsletter au total, donc la vidéo si vous avez le temps. Et également, grâce à José aussi, on pourra vous proposer des synthèses de chaque argument. Donc n'hésitez pas à voir chaque vidéo. Merci. Donc on peut démarrer On peut cette commencer. séance questions-réponses. Au mois d'avril, tu as participé à un événement Skills of Tomorrow, organisé par un de tes partenaires Redflex. Comment ça s'est passé? Bien, alors le partenaire, il était participant, donc c'est Talentware. C'est un client italien, c'est une start-up à grande croissance en Italie et eux ils s'occupent du talent management. Donc c'est un des services qu'on propose, le mapping des skills des employés, donc pour la gestion des talents. Nous on s'occupe plutôt de la phase de mapping et Talentware il propose un SIRH, donc un outil informatique basé sur des intelligences artificielles derrière, qui fait si que, en fait, aujourd'hui, on est capable de gérer jusqu'à enfin, plusieurs milliers d'employés avec un mapping correct de toutes leurs capacités, donc les skills, hard skills, ce qu'on appelle, donc techniques et liées au sujet, disons, de service ou liées à l'entreprise. Après, on a aussi des thèmes concernant les soft skills, donc c'est le sujet dont on a parlé tout à l'heure. C'était un événement, je trouve, très intéressant pour l'Italie. Et c'est un thème aujourd'hui de plus en plus important à suivre, même au niveau de développement futur, parce que l'IA, elle rentre dans le quotidien de tout type d'entreprise. Et je trouve que Talentware, il a anticipé un peu le temps de mise en création et construction de ce type d'outils qu'il est, il est avantagé par les caractéristiques qu'apporte l'IA. Donc en Italie, ils sont très connus et nous, on essaye de leur donner un coup de main pour se développer en France. Peut-on être un manager efficace sans être aimé? Oui, on peut l'être. J'en ai connu pas mal, même avant de me mettre à mon compte avec la société, donc en tant que en contrat, donc dans plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Euh, mais aujourd'hui, avec un peu d'années d'expérience en plus, je peux dire que l'efficacité, c'est pas la première chose. Il faut reconnaître ça, même si on est dans un monde que donne des primes à l'efficacité. C'est souvent une vision à court terme, donc ça peut être efficace aujourd'hui, ça peut être efficace dans un mois, ça peut être efficace dans quelques années, mais à long terme ou à moyen long terme, tu perds quelque chose. Donc tu perds en, en, comment dire, de valeur, tu perds de cohésion d'équipe, tu perds esprit de groupe, même d'efficacité globale, on va dire, d'un système, donc un niveau système, tu perds beaucoup. Donc, à mon avis, on peut l'être, donc on peut être efficace sans s'être aimé. Peut-être c'est pas forcément non plus de l'amour, mais c'est surtout du respect, du bon comportement. Voilà, je reviens aussi au sujet de tout à l'heure du bon sens. On peut avoir les deux, et surtout en mode smart, donc
essayer voilà, ce que je dis aussi dans d'autres services qu'on propose nous, on peut être efficace, mais en faisant moins et en faisant mieux, en travaillant mieux et moins de temps. Donc souvent, en fait, on mesure l'efficacité avec des indicateurs liés au temps, à la durée, etc. Et un peu moins à l'aspect objectif, par exemple, travailler par objectif. Donc on peut parler sur ça longtemps, mais je trouve, voilà, pour revenir à ta question, on peut l'être, mais c'est mieux d'avoir les deux. Voilà. Au mois d'avril, tu as participé à un cours de master MSMPP à la saisie de Nantes. Qu'est-ce que cela t'a appris? Oui, effectivement, le cours en Agile Scrum, donc c'est au CESI de Nantes, école d'ingénierie, avec une petite classe, donc quelques étudiants, composition de la classe hétérogène, donc on avait des jeunes, des très jeunes, des experts, et c'était très agréable pour moi, une expérience très formatrice, et j'ai passé un très bon moment en parlant un peu de tout. On a fait un peu de théorie, un peu d'exercices pratiques, de workshops. On a même analysé des sites internet, comme ils ont été construits en termes de features. On a fait, on a exploré un peu tous les sujets autour de l'agile, la méthodologie de gestion de projet, les méthodologies classiques, ainsi que tous les sujets de gestion de projet traditionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est un projet, qu'est-ce que c'est un programme, qu'est-ce que c'est un portfolio. Très sympa. Peux-tu simplement expliquer qu'est-ce que la méthodologie agile? La méthodologie agile, c'est une méthodologie de gestion de projet relativement moderne, euh, sûrement plus moderne de ce que est largement encore utilisé, donc le Gantt, c'est une méthode qui a plus de 100 ans. La méthodologie agile, Scrum en particulier, elle a une bonne vingtaine d'années. Et c'est une méthode qui permet en fait un avancement de développement d'un produit, par exemple informatique ou même d'un service. On peut l'utiliser en fait dans plusieurs domaines, dans plusieurs secteurs. Et ça permet en fait d'avoir des avantages qu'on n'a pas forcément avec le Gantt, donc la méthodologie traditionnelle qui est plutôt linéaire. Donc cette méthodologie agile est par cycle, donc en gros, en très synthèse, on prend ce qu'on doit faire, on le coupe par des petits arguments qu'on appelle story. On les met ensemble en suivant une logique de priorité et de valorisation. Et au fur et à mesure, on fait des tests pour voir si tout ça se passe bien. Et ensuite, en fait, on est capable, en gros, de gagner et en termes de temps et en termes de coût et parfois de qualité. Donc on est gagnant sur les trois axes classiques de projet. Qu'est-ce que le courage managérial et pourquoi c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui pour être un bon manager? Alors c'est une belle question. Ça rejoint le fait que j'ai participé dans le rêve une conférence de Joël Lefebvre, qui c'est un expert en speech, donc il fait plein de conférences à propos de ce thème, donc le courage managérial. Et qu'est-ce que c'est pour moi? Donc ma version du courage managérial, c'est quelque chose que c'est pas donné, donc c'est un type de courage que chaque manager doit avoir en autonomie vers ses équipes, vers la prise de décision surtout, et toujours en lien avec le bon sens. Donc c'est strictement lié à suivre une direction. Souvent on parle aussi de rester fidèle à sa mission et sa vision dans les entreprises. Donc c'est à haut niveau managérial ça, donc c'est plutôt les dirigeants.
Et voilà, donc c'est ça que je trouve aligné au mot courage, en sachant aussi qu'il y a un petit moment, donc en 2017, j'avais écrit un manuel, donc un livre manuel qui s'appelle The Manager Maestro, qui est là, donc je peux vous faire voir. Donc c'est la version française Devenir un maître manager. Et on parle en fait dans ce livre du thème du courage managérial. C'est une des 10 caractéristiques du maître manager. Quel est le service de gestion de projet le plus demandé par les entreprises? Alors ça c'est une belle question. Je pense qu'aujourd'hui le PMO classique, que c'est un des services que nous proposons en mode externalisé, c'est quelque chose qui est important sur des grandes entreprises ou en tout cas dans des entreprises dans lesquelles la culture projet est déjà développée. Donc c'est un peu un challenge de proposer ce type de service aux PME et aux entreprises qui n'ont pas forcément encore la culture projet. Donc on a aussi des instruments pour mesurer la culture projet en passant au management par projet. Et en tant que Frank Moms, nous faisons ça aussi, donc la préparation à la logique projet, donc plutôt que la logique traditionnelle par département. Euh, mais c'est un service qui n'est pas, malheureusement, il n'est pas très demandé. C'est un service en tout cas très efficace parce que la plupart des entreprises qui passent sur des logiques projet, elles gagnent sur plusieurs axes. On revient toujours au driver, donc réduction du temps de développement des projets elles-mêmes parce qu'il y a une facilitation surtout sur la communication interne. On a des gains en termes de coûts parce que en fait tout est optimisé en logique projet, donc tu n'as pas des gens qui font peut-être la même chose sur différentes directions, des sujets sur les responsabilités et d'autres choses un peu plus techniques dont je ne vais pas parler dans cette newsletter. Mais je pense que de plus en plus aujourd'hui, en fait, on intègre la technologie. Du coup, l'agile aussi, l'agile Scrum, qui est né en origine dans le domaine informatique, il commence à être utilisé ailleurs et parfois dans les services. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que l'agile Scrum, c'est aussi un sujet qu'on propose aux entreprises en termes de formation, en termes de empowerment des équipes, de suivi des équipes, de mise en place de la philosophie agile. Donc ce sont des points en faveur pour aller vers des méthodologies de gestion de projet moins rigides et un peu plus modernes par rapport au Gantt traditionnel, que c'est du scheduling, et on sait bien que c'est pas forcément la réalité. Ça correspond pas forcément à la réalité, c'est un planning, et ça donne à peu près des indications sur l'avancement, mais demande énormément d'efforts dans la mise à jour, dans le suivi. Donc l'agile est beaucoup plus intuitif, rapide, et si on le fait bien. Si on le fait bien, si on a compris la philosophie, surtout si on a compris le mindset derrière et les valeurs. Donc ce sont les deux choses que je dis quand je parle d'agile avec des collègues ou des clients. Ok. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur le club de ta ville Pescara, qui a été relégué en troisième division italienne. De quoi t'as parlé dans cette vidéo? Oui, alors ça c'était un peu un extra. Je l'ai fait au avant-dernier match du championnat. Donc, bon, je vais raconter ça aux amis français parce qu'à Pescara, il y avait un joueur de PSG, Marco Verratti, qui aujourd'hui il est dans le board de l'équipe. Donc, en tant que supporter de cette ville, j'avais fait une petite vidéo en parlant des éléments de gestion de la société, donc toujours liés à la partie, dans ce cas-là, de gestion stratégique d'une société, en particulier d'une société de foot, pour dire qu'effectivement, le club de Pescara, en fait, parmi les différents, disons, erreurs qu'il a pu faire cette année, il y a eu des erreurs, disons, techniques sportives sur lesquelles
Je n'ai pas trop d'éléments à dire parce que je ne suis pas un expert de foot ou un ancien joueur professionnel, etc. Mais en termes de gestion, peut-être un peu plus. Et c'est un sujet du comment gérer en fait la pépinière. Oui. Donc c'était à propos de la gestion de la pépinière. Et également aussi, on a parlé de tout ce qui est des joueurs qui restent, par exemple, pour une saison. Ils ont pris après redonné aux autres clubs, donc c'est que des coûts en fait. C'est des coûts et je trouve également qu'il n'y a pas eu ce qu'on appelle l'approche par valeur. Donc ça c'est une approche, une philosophie que c'est plutôt lié au sujet production. Donc dans toutes les entreprises de production, on essaie de savoir en fait où il se trouve la valeur dans toutes les actions qu'on fait. Et dans ce cas-là, en fait, la valeur dans une société de foot, c'est d'essayer de récupérer le maximum de valeur de chaque joueur. Et pour faire ça, on a plusieurs possibilités. Donc voilà, je reviens sur la pépinière, que c'est quand même un travail de recherche des jeunes joueurs. Donc on parle de 14-15 saisons. Également, donc il faut trouver les bons, trouver un moyen de le faire rester au club, donc éviter qu'il parte tout seul pour des offres d'autres clubs, mais également ne pas le vendre. Donc Pescara, à mon avis, elle a fait quelques erreurs sur ce point-là. Après, moi, j'ai une vision partielle, donc, comme je dis dans la vidéo. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi ils ont vendu certains joueurs jeunes que bientôt ils vont aller en équipe nationale A. Donc, il y en a un en particulier qui s'appelle Matteo D'Agasso, qui a été convoqué par l'entraîneur de l'Italie. Et il peut reprendre le trajet que Marco Verratti a tracé au PSG à l'international. C'est un joueur qui a un potentiel très important. Et un autre, c'est Arena de la Rome, donc il est à Rome maintenant. C'est un jeune joueur de 17 ans, 18. Et voilà, donc ils ont vendu ces deux joueurs. Ils ont pris d'autres joueurs, dont des très bons joueurs comme Insigne. Et finalement, à l'avant-dernier match, il y a eu des incompréhensions ou des situations pas très claires pour les tifosi de Pescara. Et encore aujourd'hui, la situation n'est pas clarifiée. Donc c'est une ville qui vit principalement de foot, une petite ville italienne. Et moi, bon, je suis un peu supporter, donc je suis ça aussi à côté. Voilà, donc j'ai essayé d'unir les deux, donc l'aspect de supporter et un peu d'expérience en stratégie et gestion d'entreprise. Voilà.